Bonjour à tous et bienvenue. Savez-vous qu'il est possible de revoir à la baisse vos objectifs décrets tertiaires? Dans cette vidéo, notre expert vous explique ce qu'il faut faire pour obtenir une réduction de vos objectifs. Alors à vos stylos, c'est le moment de prendre note. Alors la modulation des objectifs, c'est quoi? C'est permettre de diminuer les objectifs de gain de moins 40, moins 50, moins 60 en fonction de 3 leviers. Le premier levier, ce sont les indicateurs d'intensité d'usage. Je reviendrai, de toute façon, j'ai une slide par levier qui suivent. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, le deuxième levier, ce sont les contraintes techniques et architecturales du bâtiment. Et le troisième, ce sont les coûts de travaux disproportionnés. Ce qui est très important, donc par rapport à la modulation, c'est que donc le ministère, cette réglementation, autorise chacun des maîtres d'ouvrage à dire bah tiens, mon objectif de gain, c'est pas moins 40, ça va être moins 28%, pour telle et telle raison. Ok, mais dans ce cas-là, il faut le justifier dans la réalisation d'un dossier technique, et ce dossier technique doit être versé sur la plateforme Opérate. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que ce dossier technique, on verra ce que contient ce dossier technique tout à l'heure, n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas à tous faire un dossier technique sur chacun des bâtiments. Le dossier technique devient obligatoire uniquement s'il y a un souhait du maître d'ouvrage de moduler à la baisse ses objectifs de gain. Alors, le premier levier, ce sont donc les indicateurs d'intensité d'usage. Qu'est-ce que c'est? Ça correspond aux variations ou évolutions des paramètres qui caractérisent l'activité d'un bâtiment et dont ces paramètres vont avoir un impact sur les consommations. Alors, dit comme ça, je comprends que ça soit pas facile à appréhender. Je vais rentrer dans le détail. Il existe deux types d'indicateurs d'intensité d'usage. Un type qui correspond à l'évolution de la densité spatiale dans un bâtiment. Par exemple, vous avez un bâtiment, vous avez choisi votre année de référence en 2015 et depuis, vous avez créé une extension et vous êtes passé de 2000 m² à 2500 m² sur ce bâtiment. Dans ce cas-là, il ne serait pas normal parce que cette extension de 500 m² va occasionner naturellement des consommations CVC et des consommations use parce que ces surfaces vont être utilisées. Il n'est pas normal que vous deviez faire moins 40% par rapport à votre année de référence, alors même que le périmètre sur lequel s'applique ces moins 40% a évolué dans le temps. Et donc, on a le droit de soustraire la surconsommation relative à cette extension, qui est occasionnée par cette extension, des objectifs de gain. Et donc, on va pouvoir moduler à la baisse l'objectif de moins 40%. Deuxième exemple, c'est le nombre de salariés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le nombre de personnes dans un bâtiment a un fort impact sur les consommations use, mais également sur les consommations CVC. Quand vous doublez, j'en sais rien, vous augmentez le nombre de salariés dans un espace de travail, par exemple en passant en open space ou en flex office, qu'on voit souvent aujourd'hui, dans ce cas-là, l'impact humain doit être pris en compte et on va pouvoir baisser les objectifs de gain parce que vous n'êtes pas responsable du fait que votre activité a changé, a évolué et du coup que cette surconsommation par rapport à votre année de référence vous pénalise pour la réussite des objectifs. Et dernier point, c'est le taux d'occupation. Donc là, c'est surtout pour les foncières qui, en fonction d'un taux d'occupation qui va évoluer dans le temps, entre le moment de l'année de référence et aujourd'hui ou demain en 2030, en fonction du taux de vacances, ça va aussi avoir un impact sur les consommations. Et du coup, on va pouvoir utiliser cette évolution du taux d'occupation comme un levier pour pouvoir moduler à la baisse. Alors ça, voilà, là, c'était uniquement l'évolution de la densité spatiale. Et ensuite, il y a l'évolution de la densité temporelle. Qu'est-ce que c'est? Ça correspond au temps d'utilisation du bâtiment. Donc, clairement, c'est le nombre de jours ouvrés par an du bâtiment. Il y a encore 2 ans ou 3 ans, les centres commerciaux n'avaient pas le droit d'ouvrir le dimanche. Cette ouverture dominicale qui est aujourd'hui en place occasionne des consommations supplémentaires. Et si l'année de référence a été choisie en 2013-2015, il n'y avait pas cette possibilité d'ouvrir le dimanche matin, aujourd'hui il y a cette ouverture du dimanche matin, on a le droit de moduler à la baisse les objectifs pour prendre en compte cette surconsommation qui ne peut pas pénaliser le maître d'ouvrage.
Pour les restaurants, ça va être le nombre de couverts par an qui a pu évoluer dans le temps, et pour les hôtels, le nombre de nuitées. Alors, je suis pas du tout exhaustif par rapport à l'évolution de densité spatiale ou évolution de densité temporelle. Je vous donne juste des exemples pour que vous compreniez comment fonctionne cette modulation en fonction des indicateurs d'intensité d'usage. Maintenant, on va parler justement de ces indicateurs d'usage. Projetons toujours sur le même bâtiment avec son année de référence en 2015. Donc là, sur l'année de référence 2015, il y avait 39 personnes sur site avec une consommation, peu importe, de 140 kWh par an. Du coup, ça, c'est son année de référence. Et l'objectif, c'est donc d'atteindre les 80 000 kWh par mètre carré par an à 2030. C'est-à-dire exactement 40% en moins. Maintenant, on se projette à 2020. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui et on sait déjà qu'ils sont passés à 47 personnes, de 39 à 47 personnes, soit 8 personnes supplémentaires. Donc, via la modulation des consommations, on a pu en déduire que la consommation occasionnée, la modulation des consommations sur l'année de référence, on a le droit de moduler l'année de référence, la faire passer de 140 à 151, et définir du coup sur ces 151 000 kWh une réduction de moins 40%. C'est un peu complexe à expliquer, mais on a le droit de faire ça, c'est la loi. Et du coup, c'est là où intervient la modulation. C'est comme l'année de référence n'est pas modifiée, elle est inscrite dans le marbre dans Opera. En fait, on a réussi à moduler de 4% l'objectif de gain parce qu'on a pu justifier par l'impact de consommation des salariés supplémentaires dans ce bâtiment d'une surconsommation qui ne peut pas être imputée au maître d'ouvrage. Et du coup, on a pu baisser l'objectif de moins 36% à la place de moins 40%. Le deuxième levier, ce sont les contraintes techniques et architecturales. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, on va prendre en compte le fait que certaines actions d'amélioration, ça va pas être possible de les faire pour un certain nombre de contraintes. Première contrainte, ça va être par exemple, si vous êtes dans un périmètre de 500 mètres d'un site classé, le monument historique, si vous souhaitez faire une isolation par l'extérieur ou mettre des panneaux photovoltaïques en toiture, je pense que les architectes des bâtiments de France vont pas être tout à fait d'accord. Et donc, dans ce cas-là, ce que permet la réglementation, c'est que si dans le programme d'action pour atteindre les moins 40%, il fallait absolument faire une isolation par l'extérieur, et que sans cette isolation par l'extérieur, vous ne pouvez pas réussir à faire les moins 40% en 2030, alors on a le droit de soustraire l'économie d'énergie qu'aurait été réalisée par une isolation par l'extérieur de l'objectif de gain. Deuxième exemple, ce sont les bâtiments haussmanniens ou remarquables, où effectivement faire une isolation par l'extérieur, ça serait quand même dommage de cacher ces belles façades. Ensuite, c'est les limites de propriété. Par exemple, vous êtes sur un bâtiment, vous avez construit, le bâtiment est en limite de propriété. Si vous isolez la façade en limite de propriété de 15 ou 20 cm, vous allez manger chez le voisin, c'est juste pas possible. C'est une contrainte technique qui est logique. Et dans ce cas-là, de la même façon, on va pouvoir soustraire à l'objectif de gain de 2030, 2040, 2050, l'économie d'énergie qui aurait été faite si une ITE, une isolation par l'extérieur de cette façade, avait pu être réalisée. Et enfin, des actions qui induiraient des pathologies, je pense notamment en fonction du type d'enduit sur des très vieux bâtiments, ou alors le fait de faire telles ou telles actions peut avoir un impact sur l'humidité dans le bâtiment. Bon, il y a un certain nombre de cas aujourd'hui où on sait que certaines actions peuvent occasionner des pathologies, des futures pathologies si elles sont mises en place. À partir du moment où on les justifie, alors on a le droit de moduler à la baisse parce que ces actions ne peuvent pas être mises en place dans le bâtiment. Ces 4 exemples, on a le droit, en fait, par exemple sur le bâtiment haussmannien qu'il y a ici, de calculer l'énergie qui aurait été économisée si on avait fait l'isolation par l'extérieur. Et cette économie d'énergie, on a le droit de le soustraire à l'objectif de gain de moins 40%. Parce que on aurait pu réussir l'objectif si on avait pu faire une ITE, une isolation par l'extérieur sur cette façade, mais finalement, c'est pas possible. Du coup, la modulation autorise à ce qu'on soustrait cette économie d'énergie. Pareil pour la limite de propriété, on n'a pas pu faire l'ITE sinon j'étais chez le voisin, je vais soustraire l'économie qui aurait été faite sur cette façade en particulier sur ce bâtiment.
Et enfin, le dernier levier permettant de moduler la baisse, c'est la disproportion manifeste du coût des actions de réduction de consommation par rapport aux gains énergétiques qu'ils vont eux-mêmes occasionner. Donc, quand on parle de disproportion, on parle en fait de rentabilité, de temps de retour sur investissement brut sur les actions. Donc, ce temps de retour sur investissement brut doit être calculé une fois qu'on a enlevé les aides. Donc, notamment, les aides dans le tertiaire, ce sont les certificats d'économie, enfin, la principale, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Alors, ils ont prévu trois temps de retour sur investissement en fonction des actions. Le premier, c'est 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque action d'amélioration est réalisée sur le bâti, une isolation par l'extérieur, une isolation de toiture, une isolation de plancher bas. Dans ce cas-là, si on prouve par le calcul que le temps de retour est supérieur à 30 ans, on considère que cette action n'est pas rentable. Et du coup, on a le droit de l'enlever du programme d'action et du coup de soustraire de la même façon l'économie qui aurait été occasionnée par cette action-là. Sur le renouvellement des équipements énergétiques, donc clairement CVC, CTA, rooftop, centrale de traitement d'air, groupe d'eau glacée, chaudière, etc. Dans ce cas-là, si le temps de retour de chaque action est supérieur à 15 ans, on peut soustraire les économies occasionnées par ces actions-là. Et enfin, un temps de retour de 6 ans pour tout ce qui est lié à l'exploitation des systèmes et des équipements. Clairement, mettre en place, par exemple, une gestion technique du bâtiment, une GTB. Si on prouve que la mise en place de cette GTB n'est pas rentable, elle a un temps de retour de plus de 6 ans, on peut enlever cette action-là. Alors, quelque chose qui est très important et qui ne va pas apparaître dans l'arrêté méthode, mais qui va apparaître par contre dans l'arrêté d'octobre, c'est un dernier point qui a été travaillé dans les groupes de travail, effectivement, c'est certains maîtres d'ouvrage vont vouloir, dans la réalisation du dossier technique, mettre d'abord en place ces actions qui coûtent rien, et ce qui est tout à fait logique, ce qu'on appelle les quick wins. Et donc, ça va être travaillé effectivement sur les habitudes des occupants, et c'est très bien, il faut le faire, sur l'exploitation qui coûte aussi moins cher, mais qui permet de faire pas mal de gains énergétiques. Mais par contre, quand après vous calculez le temps de retour d'une ITE, après avoir fait certaines actions sur le génie climatique ou sur l'exploitation du bâtiment, eh ben, les temps de retour explosent et on est systématiquement à plus de 30 ans. Du coup, le ministère ne souhaite pas que le calcul du temps de retour soit réalisé de cette façon-là. En fait, il faudra calculer les temps de retour par rapport à la consommation de l'année de référence. Donc, on ne pourra pas prendre en compte le fait que certains travaux sur les usages ou l'exploitation qui ont des coûts moindres pénalisent les futures actions sur le bâti sur le calcul des temps de retour sur investissement. Voilà, ça c'est une information qui date d'une semaine et donc ça apparaîtra dans les textes. Alors, ces astuces sont bonnes à savoir, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir plus d'informations, visionnez notre sélection de vidéos ou contactez-nous en cliquant sur le lien en description. Et pour ne rien rater, activez la cloche des notifications et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt!